Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ce devait être un colloque sur une journée il y a un an, puis en mars dernier, et contexte oblige, c'est donc un webinaire d'1 heure que vous propose la Fondation Abbé Pierre ce matin pour échanger ensemble sur les résultats d'une passionnante étude. On y suit l'itinéraire d'habitants du programme Toi d'abord dans l'accès puis l'installation dans leur logement. Comment ont-ils vécu avant? Comment vivent-ils aujourd'hui? Et quel est l'impact de ce logement sur leur quotidien et bien sûr leur avenir? Dans quelques minutes, regard croisé entre France Michel, responsable du programme Toi d'abord à la Fondation, et puis Maya Leclerc, l'une des deux ethnologues qui ont réalisé cette étude. Des échanges qui seront entrecoupés, illustrés, des extraits du film D'ombre à la lumière, réalisé par Ljubiša Danilović. Vous y entendrez le récit, justement, de ces habitants. Et je vous précise que l'intégralité de ce film sera diffusée, d'ailleurs, à l'issue de ce webinaire. Quant à l'étude, eh bien, vous pouvez en retrouver la synthèse sur ce même site. Et puis, si vous souhaitez obtenir la version papier, vous en faites simplement la demande auprès de la Fondation. Vous pourrez également poser vos questions tout au long de nos échanges. On consacrera une séquence de 10 minutes à la fin de ce webinaire pour cela. Vous avez un petit onglet en bas à droite qui s'appelle « Chat ». Vous cliquez dessus, vous l'ouvrez et vous posez vos questions qui nous parviendront ici même à la Fondation Abbé Pierre où nous sommes installés au 4e étage. Voilà pour le programme. Tout d'abord, pour ouvrir ce séminaire, je vais laisser la parole à Christophe Robert, le délégué de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour à vous, Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu positivement à cette invitation pour ce webinaire. Vous le savez, la situation sur le front du mal-logement est très difficile aujourd'hui, ne serait-ce que, parlant de l'actualité immédiate, nous avons rendu visible un chiffre qui fait froid dans le dos il y a quelques semaines, 300 000 personnes sans domicile fixe dans notre pays. Alors, sans domicile fixe, ça ne veut pas dire forcément sans abri, mais ce sont aussi des personnes à la rue ou hébergées dans des hébergements d'urgence, des hôtels sociaux. 300 000, ça voudrait dire un doublement du nombre de personnes concernées depuis 2012. Extrêmement inquiétant. Vous le savez aussi, la crise sanitaire, économique et désormais sociale qui sévit dans notre pays a pour conséquence de faire basculer tout un pan de la population qui était sur le fil, qui s'en sortait bon an mal an et qui aujourd'hui a peur du lendemain, rencontre d'énormes difficultés pour maintenir le paiement des loyers et des charges ou tout simplement subvenir aux besoins de première nécessité pour la famille. Le confinement a rendu encore plus visible, mais vous tous, vous le savez, mais en tout cas, il y a eu un effet de loupe sur les conséquences au quotidien du mal-logement. Quand on a dit « restez chez vous », le mot d'ordre dans le pays, ben oui, mais si on n'a pas de chez-soi, ou si le chez-soi, il est dangereux pour la santé, parce qu'on est en surpeuplement, ou parce qu'on est dans une passoire thermique, ou parce qu'il y a des problèmes d'effondrement dans l'immeuble, dans le logement, eh bien, les conséquences sont catastrophiques. Alors, la Fondation Abbé Pierre essaye, vous le savez aussi, de rendre visibles toutes ces difficultés, d'interpeller les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que rien ne serait pire de ne pas regarder, rien ne serait pire de ne pas voir, rien ne serait pire de ne pas savoir. Mais à côté de ce plaidoyer, de cette interpellation, vous le savez aussi, la Fondation, elle agit. En ce moment, dans l'urgence, parce qu'elle apporte des réponses à tous ceux qui sont victimes des effets de la crise sanitaire immédiate. Donc nous avons procédé à des distributions de chèques services, des chèques alimentaires, à des kits d'hygiène, nous avons renforcé des maraudes, mis à l'abri un certain nombre de personnes. Mais elle agit aussi sur le long cours. Parce que ce qui est primordial, c'est de continuer à développer massivement des réponses dignes et durables de logement. Et c'est dans cet esprit que, depuis 2012, le programme Toi d'abord a permis, avec vous, le développement de 4500 logements très sociaux pour des personnes en grande difficulté. Mais pas n'importe quel logement. On parle ici de logements pérennes. On parle ici de logements confortables, adaptés aux ressources des personnes et performants énergétiquement. De ces réponses, nous pouvons tous être fiers, car trop souvent, la réponse se limite à quelques nuitées d'hôtels sociaux, après avoir arraché enfin quelqu'un au bout du fil quand on appelle le 115. Parce que trop de monde aujourd'hui sont encore dans des abris de fortune, dans des bidonvilles, dans des logements insalubres, dans des passoires thermiques, dans des conditions totalement inacceptables. Nos partenaires de ce programme Toi d'abord, notamment,
déploie une énergie très importante et puis surmonte au quotidien des obstacles techniques, financiers considérables pour produire ces logements de qualité. La production de logements très sociaux adaptés via la réhabilitation, la maîtrise d'ouvrage d'insertion, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ça marche et que c'est ultra satisfaisant pour les personnes. Il nous faut donc continuer. Mais évidemment, ce chemin, il est encore long. Ce chemin pour faire de la politique du logement d'abord, pour permettre à chacun d'accéder à un logement digne et durable, est semé d'embûches. Les besoins sont considérables et il nous faut passer à la vitesse supplémentaire. Alors, pour continuer à faire évoluer ces réponses, nous avons besoin de temps de partage avec vous, avec les associations qu'on soutient, avec les bailleurs, pour comprendre finalement ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré, pour comprendre où sont nos forces et nos faiblesses pour mieux répondre aux attentes des personnes les plus défavorisées dans notre pays. Donc je vous souhaite un webinaire et je voudrais conclure ce propos en remerciant toutes les équipes qui se sont mobilisées pour que ce webinaire soit possible, les équipes de la Fondation, les équipes de Toi d'abord, tous ceux qui sont ici présents, et puis vous dire c'est un digne combat que nous menons et il faut continuer à le mener ensemble. Merci de votre attention. Merci beaucoup Christophe Robert pour cette ouverture de ce webinaire. Je salue France Michel. Bonjour France. Bonjour. Responsable du programme Toi d'abord à la Fondation, et Maya Leclerc. Bonjour Maya. Bonjour. Vous êtes donc une des deux ethnologues avec Nina donc, qui avait réalisé cette étude. C'était en 2018-2019. France d'abord, il serait peut-être intéressant que vous nous rappeliez le contexte de ce webinaire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce webinaire, c'est l'aboutissement d'un long processus et aussi le début de quelque chose. On l'a conçu de cette façon-là. Alors pourquoi l'aboutissement d'un long processus? Vous l'avez dit Stéphane, l'étude a été menée à partir de 2018, mais elle porte sur un programme en fait qui est assez ancien. Christophe a parlé du chiffre de 4500 logements produits depuis 2012. La Fondation, avant le programme Toi d'abord, soutenait déjà la production de logements très sociaux. On en est maintenant à plus de 9000 depuis 2005. Donc l'étude portait sur un processus très long. La Fondation Abbé Pierre, elle n'intervient pas seule, bien sûr. Les logements produits sont réalisés par nos partenaires qui sont agréés maîtres d'ouvrage d'insertion pour la plupart, certains bailleurs sociaux. Et l'étude, en fait, avait pour préoccupation de mesurer l'impact de cette activité. Au long cours, je vais expliquer. Vous disiez que c'était aussi le début de quelque chose en même temps? Oui, absolument. C'est aussi le début de quelque chose puisque notre financement, notre action, on la positionne de sorte à ce qu'elle soit levier à différents endroits, à la fois levier financier pour rassembler derrière nous parfois quand on y arrive différents financeurs qui contribuent au projet immobilier, mais aussi levier pour maximiser le confort, procurer aux habitants la qualité du logement et minimiser les factures énergétiques des occupants. Donc c'est le début de quelque chose parce qu'on va mesurer l'impact réel de notre action et on va peut-être aussi réadapter certaines de nos pratiques suite à cette étude. C'était l'objectif effectivement de cette étude. Vous la résumeriez comment en 2 questions? Alors en 2 questions. La première, c'était de vraiment confirmer et mesurer dans quelle mesure les logements ont permis aux personnes de sortir de situations précaires et de la précarité énergétique. Et puis dans un second temps, c'était aussi de voir si l'organisation et les moyens mis en œuvre par nos partenaires faisaient apparaître des bonnes pratiques à promouvoir ou des contraintes à surmonter. Maya, parlons rapidement de la méthode. Combien d'associations concernées, de rencontres d'habitants? Dites-nous tout ça. Alors du côté des associations qui sont agréées à maîtrise d'ouvrage d'insertion, nous en avons rencontré 11. Oui. Au sein de ces associations, on a rencontré différents professionnels parce qu'il y a la production de logements, mais il y a aussi l'accompagnement locatif et l'accompagnement social. Voilà, donc l'idée c'était de faire un peu, rencontrer, comprendre les différents volets des métiers de la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Et là on a réalisé 18 entretiens en tout. C'est elles qui ont sollicité les habitants? Sur la base du volontariat? Oui. Complètement. Vous avez rencontré combien d'habitants? Une vingtaine de ménages, c'est ça? Alors Nina et moi, donc là c'était des enquêtes ethnographiques, donc avec entretien mais aussi visite du logement. Donc ça durait un peu plus longtemps et on a travaillé avec 20 ménages en tout. L'idée encore, c'était d'avoir différents profils d'habitants, donc en termes d'âge, de composition familiale. Aussi de trajectoire biographique, d'où venait-il et pourquoi était-il dans ce logement aujourd'hui.
On a enquêté sur 7 régions en tout, donc il y a aussi une diversité de climat, d'habitat. Oui, ça joue, bien sûr. Voilà. Donc ce n'est pas une évaluation anodine, il faut bien préciser, mais c'est une immersion que vous avez réalisée auprès des habitants. Alors pour plus de lisibilité, on vous propose d'échanger sur l'étude autour de 4 thématiques, l'accès au logement, l'appropriation du logement, le confort, donc l'avenir grâce à ce logement. Chacun des thèmes sera illustré par des extraits, donc je vous disais, du film de l'ombre à la lumière. Voici premier extrait, le premier d'entre eux, qui nous éclaire sur ce qui a amené les habitants dans le logement. Regardez. Pendant 2 ans, j'ai tenu une petite une épicerie, mais avec la maison à côté, donc avec mes 3 enfants et mon mari. Donc à l'époque, Anaïs avait 1 an, Thomas en avait 3 et Nicolas 5. Donc j'ai tenu 2 ans. Et après, quand j'ai arrêté la gérance, je me suis retrouvée sans logement. Donc la ville m'a mis dans une petite maison en logement d'attente. J'y suis restée 21 ans, voire 22 ans. J'avais plus de chaudière parce que la citerne à fioul, c'était une citerne à fioul. Les pieds avaient rouillé, donc elle bougeait beaucoup. Donc si je mettais du fioul, j'avais peur qu'elle tombe. Donc j'avais plus de chauffage, donc je chauffais qu'avec des petits radiateurs électriques. L'eau chaude, pareil, à l'époque, comme les tuyaux étaient trop petits, quand je faisais réparer la chaudière, le chauffe-eau, c'était un tout petit chauffe-eau. Au bout de 15 jours, tout était rentré à retrait. Donc, je me retrouvais sans eau chaude. Alors, pour faire ma vaisselle, je chauffais de l'eau. Et puis, pour les douches, j'avais acheté un petit truc électrique. Mais bon, qui était dangereux parce que, à la fin, je me suis aperçue que j'avais pas de prise de terre. L'électricité était de l'ancien temps, quoi. Parce que, bon, là-bas, j'étais tout le temps enrhumée. Je faisais des bronchites asthmatiformes. C'est vrai que quand il faut aller chez le médecin tous les 15 jours parce qu'on est enrhumé ou qu'on tousse, qu'ici, non. Cet hiver, j'ai pratiquement pas vu le médecin. Bon, quand on est arrivé à cette maison troglodyte, mon fils avait 2 ans. Et j'y suis restée presque 20 ans. J'ai décidé de partir parce qu'il a fallu que je me fasse opérer du dos. Parce qu'on m'a enlevé 2 hernies discales, c'était fatigant, puis que le père de mon fils est parti aussi. Donc je me retrouvais toute seule là-haut, sans eau, sans électricité, on vivait avec panneaux solaires, c'était quand même assez folklorique. Mais bon, on l'avait décidé, hein, le père de mon fils et moi, on l'avait décidé, on voulait vivre comme ça, c'était pas un problème. Mais quand je me suis retrouvée toute seule, après une dizaine d'années, 12 ans quand il est parti, quand mon fils avait 12 ans, et puis que je me suis fait opérer après, ça a été dur parce qu'il fallait que je monte dans la colline, il fallait tout monter, tout porter. Donc, à un moment donné, c'était plus possible. Et c'est là que j'avais fait une demande de logement social, que j'ai eu quand même 5 ou 6 ans après. Ouais, facilement, même plus. Oui. Parce que j'étais à la campagne avant, la jeune d'Aveyron. Je ne voyais personne. Et elle m'a proposé ce logement, elle m'a dit de réfléchir de moi. Et je n'ai pas réfléchi de moi. Hein. J'ai dit, quand elle est arrivée, elle a dit, vous me faites les papiers, et puis je n'ai pas fait de déco, non. Je l'ai laissé comme c'est, quoi. C'est agréable, il y a la lumière, il y a tout. C'est bien éclairé, tout, quoi. Les voisins sont gentils. Puis c'est pas loin des commerces. C'est ça qui est important. Maya, ce qu'on entend, c'est que les personnes ont effectivement beaucoup attendu parfois avant d'avoir accès à ce logement avec des conditions de vie difficiles. Comment ça se produit, la rencontre avec le bailleur? Il faut d'abord commencer par là, peut-être. Ouais. Alors la rencontre avec le bailleur, c'est selon des canaux assez classiques, mais qui sont néanmoins assez divers. Ça peut être par l'intermédiaire d'un acteur institutionnel, hein, donc un travailleur social de la mairie, la CAF, le maire parfois directement, notamment sur les petites communes en milieu rural. Ça peut être aussi dans la continuité d'une demande HLM, par le bouche à oreille, le conseil d'un tiers, ou parfois même une rencontre directe entre l'habitant et l'association.
La façon dont se fait le lien, France, c'est plutôt une surprise ou une confirmation? C'est plutôt une confirmation. Les associations partenaires n'ont pas forcément un processus d'attribution aussi institutionnalisé que peuvent l'avoir les bailleurs sociaux. Et c'est ça en fait qui leur permet de capter aussi des demandes et des situations qui n'ont pas pu être détectées par les radars classiques du logement social. Est-ce que vous avez pu dégager un profil particulier finalement de ces personnes? Oui, nous faisons des statistiques aussi sur les personnes logées dans les logements financés par le programme Toi d'abord. On sait que 50% de ces personnes vivent sous le seuil de grande pauvreté, donc disposent de moins de 672 € par mois et par unité de consommation pour vivre. Et ce chiffre atteint même 62% des personnes quand ce sont des familles avec enfants. Ce sont des personnes qui ont connu des grandes difficultés, la vie à l'hôtel, l'hébergement, parfois même pas de logement du tout. Et c'est aussi par cet aspect-là qu'on voit que ce type de production de logement, c'est un outil très précieux pour réaliser du logement d'abord. Ça nous montre aussi qu'un habitant du programme Toi d'abord, ce n'est pas du tout le candidat idéal du logement locatif classique ou même parfois social. Ce sont des personnes qui ont des problèmes de solvabilisation, qui peuvent avoir des problèmes d'ouverture de droit, de régularité de séjour parfois. Donc c'est un peu la débrouille quand même. C'est un peu la débrouille et c'est un petit peu ça ce à quoi on veut être quand même vigilant, parce que ça suppose des personnes, malgré le fait qu'elles sont dans des situations compliquées, qu'elles disposent de suffisamment de ressources pour arriver justement à dénicher ce logement. Alors voyons maintenant, Maya, comment ils arrivent dans ce logement et cette étape importante de la visite, qui est quand même loin d'être anodine. Tout à fait. Et puis l'intérêt du coup d'avoir travaillé aussi du côté des associations et des habitants, c'est d'avoir un regard croisé. On voit que là, ça converge en fait. La première visite du logement, c'est vraiment un moment clé. Ça cristallise beaucoup de choses. Du côté des associations, c'est le moment où elle va évaluer la capacité de l'habitant à habiter le lieu, mais aussi l'adaptation du logement à la personne. Et du côté de l'habitant, ça va être le moment où il va se projeter, s'imaginer ou non dans ce logement. Et concernant les visites, encore une fois, ça peut être assez classiquement, donc ça peut être une visite individuelle, parfois des visites collectives. En revanche, il y a un petit point d'attention sur le fait que dans certains cadres, configurations, il n'y a pas forcément une visite préalable. C'est notamment le cas des logements transitoires ou dans le cas de marchés très tendus, notamment en région parisienne. Comment et jusqu'où finalement le futur habitant choisit-il son logement? Alors là, il y a des... Il y a des gros écarts? Oui, il y a des grands écarts, mais c'est assez, encore une fois, classique en termes de critères de choix pour l'habitant. Le premier, c'est le critère de localisation, qui est beaucoup en lien avec la mobilité. Est-ce qu'on a une voiture ou pas? Est-ce qu'on doit aller loin pour chercher les enfants, travailler, etc. Ensuite, il y a la configuration, le nombre de pièces. Y a-t-il assez de chambres pour les enfants, par exemple? Et puis, également, l'espace extérieur qui peut jouer un rôle. Certains habitants négocient aussi, ont des critères de sélection et on discute avec les associations, mais le choix ça reste quand même assez relatif. En situation d'urgence, dans des conditions aussi d'habitat insalubre, en l'absence de ressources spécifiques, les habitants n'ont pas forcément les compétences pour négocier, ni l'intérêt. C'est-à-dire que les bénéfices perçus dans le nouveau logement vont être très importants par rapport au logement précédent. Donc là, on y va. Clairement, le bénéfice est important. Un autre élément qui rentre en compte, c'est le risque perçu de rater le logement. Et donc une stratégie de positionnement aussi sur le logement pour s'assurer... Le logement à tout prix, quoi, finalement. C'est ça. Ouais, bien sûr. France, est-ce que finalement la question du choix, elle n'est pas secondaire, parce que l'important c'est quand même d'avoir un logement décent? Alors c'est vrai que ce sont des choix qui sont sous contrainte et qui nécessitent, quand c'est possible, de rassembler des ressources et des compétences de la part des habitants. Pour nous, à la Fondation, on pense que c'est indispensable de préserver les capacités de choix du futur habitant. On pense que la visite préalable, c'est quelque chose d'indispensable et que la question aussi de bien adapter les typologies à la taille des ménages, c'est aussi indispensable. Ne pas attribuer un logement à une famille qui vivra dans des conditions très difficiles parce que le logement est trop petit, mais qu'elle l'accepte parce qu'elle est dans une situation d'urgence. Donc se pose quand même la question de l'adéquation. Absolument. Ouais. Emménager, aménager, habiter, ces habitants justement, se sentent-ils véritablement chez eux? C'est la question qu'on va aborder dans un instant. Mais avant cela, je propose un nouvel extrait donc, du film De l'ombre à la lumière. Regarde. Je me sens très bien ici depuis que j'ai aménagé, parce que le logement est clair,
adapté à mes besoins et lumineux. C'était vide, déjà, pour commencer. Et ça venait d'être réhabilité, donc neuf. Et puis, il y avait tous les aménagements extérieurs à faire, mais ça m'a fait plaisir de le faire. Et j'ai pas encore fini, parce que j'ai encore des plantations à faire sur la terrasse derrière, pour aménager les terrasses à mon goût, pour être bien dans mon petit oasis. Je me sens chez moi. J'ai une clé, je viens, j'ai une boîte à lettres, je viens, je rentre. Je sais, j'ai quelque chose. C'est pas comme je suis à l'hôtel. Je suis là, je suis chez moi, je me sens chez moi. Quand j'arrivais ici, c'était propre. Tout était neuf. Parce qu'ils venaient de retaper tout. C'est comme une maison tout neuve. C'est ce qui me plaît dans ce logement. Mes enfants, ils peuvent dormir dans leur chambre. Dédé, il peut jouer dans leur chambre. Moi aussi, je peux dormir tout seul, sans avec les enfants. J'ai un peu d'intimité à me consacrer moi-même. Mais ce que j'aime pas dans l'appartement, parce que les cuisines, c'est pas la façon qu'ils ont fait les cuisines, c'est pas bien pour les enfants. Parce que si tu as des enfants bas âge, ils peuvent se brûler. Parce que les cuisines, comme ça, ouvertes, c'est pas pour les mamans qui ont des enfants à petit bas âge. Parce qu'ils ont une curiosité à toucher tout. Maya, on le voit très bien dans le film. Alors, il y a des logements qui sont parfois très décorés et donc en apparence très investis, pourrait-on dire. Et puis à l'inverse, il y en a d'autres qui semblent ne pas avoir tellement évolué depuis l'entrée dans le logement. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Alors, qu'il y a une grande diversité d'appropriation par les habitants. On a effectivement d'un côté des logements très décorés, avec des murs remplis de photos, des photos de famille notamment, des souvenirs des bibelots et des habitants qui même parfois engendrer des coûts. Alors c'est souvent des petits travaux, ça va être de la peinture, un peu de déco, mais c'est un petit peu la touche supplémentaire qui montre que les gens sont bien chez eux, qui se projettent et qui se sont bien appropriés le logement. Donc ces niveaux d'investissement plus élevés ont logiquement été quand même observés chez les habitants les plus satisfaits de leur logement. D'autres logements, à l'inverse, sont plus nus, plus désincarnés, même dans la configuration de ménage avec enfants, ce qui peut traduire une forme de précarité, soit résidentielle, et c'est le cas de certains logements temporaires. Forcément, c'est plus difficile de se projeter et d'emménager quand on sait que ça aura une fin à un moment, soit individuel pour des personnes fragilisées psychiquement ou en instabilité de situation. Finalement, est-ce que les freins et les leviers à l'appropriation du logement, ils dépendent du logement lui-même ou de l'habitant? C'est la question. Des deux. Ça c'est sûr. Ce qui relève de l'habitant, on va dire pour habiter, se sentir chez soi, c'est un ensemble de ressources personnelles dont la disponibilité, la configuration varie encore une fois d'un habitant à l'autre. Pour en citer quelques-unes, il y a les ressources économiques, le fait d'avoir un petit peu d'argent de côté, de travailler, de pouvoir investir sur la décoration, sur acheter quelques meubles, etc. Il y a des ressources physiques aussi, le fait d'avoir les capacités physiques de déplacer des choses, de faire des petits travaux, notamment je pense à l'aménagement. Tout le monde a déjà déménagé et voilà, c'est ce que c'est que de porter des meubles. Et puis des ressources relationnelles aussi, savoir être capable de pouvoir demander un petit peu d'aide à son voisin, à sa famille, à des amis pour investir le logement. Et puis du côté du logement, il y a d'autres éléments évidemment qui rentrent en compte. Donc il y a la configuration du logement qui a souvent été évoquée comme pouvant contraindre l'aménagement, les usages, soit qu'il s'agisse de défauts de réflexion, en tout cas perçus comme tels par l'habitant, donc des pertes d'espace, des angles aigus, un frigo qui ne rentre pas dans un endroit spécifique, soit un problème de logement inadapté à la configuration du ménage, notamment sur le nombre de chambres par rapport aux enfants, etc. France, finalement, on en revient à la question du choix, non? Oui, on en revient à la question du choix, un choix libre ou un choix sous contrainte. C'est entre ces deux extrêmes qu'on se situe. Mais ça renvoie aussi à la question de la contrainte du bâti, puisque ces opérations sont majoritairement réalisées dans du bâti existant par la rénovation.
Et donc, on fait face aussi à des contraintes techniques, à des contraintes aussi financières. Par exemple, pour améliorer l'accessibilité des bâtiments, c'est pas toujours évident et facile d'installer un ascenseur, ça coûte très cher, même si c'est indispensable parfois quand on est âgé pour pouvoir aller jusqu'à son logement. Maya, être bien chez soi, c'est aussi disposer finalement des équipements essentiels. Quels sont ceux qui sont considérés comme tels par les habitants? Alors il y a aussi une grande diversité, chacun habite chez soi différemment, mais un élément fort qui est ressorti par exemple c'est les placards, l'absence de placards parfois. C'est tout simple, mais en fait quand on emménage et qu'on n'a pas beaucoup de meubles, voilà, les placards c'est un moyen facilement de ranger ses affaires et de commencer à se sentir chez soi. C'est finalement assez logique parce que dans le locatif privé c'est la même chose, on a aussi ces critères-là. Il y a des... voilà. Mais je pense que c'est plus spécifiquement aussi sur ce type d'habitat et d'habitants. Et notamment sur la cuisine. Donc la cuisine, c'est une pièce centrale dans beaucoup de logements, c'est sûr. Mais là, particulièrement, la cuisine, ça nous a permis d'analyser aussi plus précisément la façon dont les habitants s'installaient et s'appropriaient le logement. C'est l'espace central du foyer, lieu de la nourriture, qui témoigne aussi du soin qu'on peut porter à soi et aux siens. Quand on commence à aller mieux, préparer la nourriture pour soi, pour les enfants, c'est aussi s'occuper de soi et de sa famille. Et un bon indicateur de l'état de bien-être dans le logement. Ça veut dire que certains sont obligés de s'équiper eux-mêmes? Oui, certains sont obligés de s'équiper. Alors il y a différents niveaux de mobilisation à ce niveau-là. Soit on provisionne un budget, parfois aussi avec l'aide des associations pour s'équiper. Se faire aider par ses amis pour poser quelques meubles, voir la cuisine entière. Et d'autres, ceux qui manquent un peu de ressources financières, physiques, etc., vont bricoler des ajustements avec des planches, des petits... donc ça va être des aménagements provisoires, mais qui ont tendance à se sédimenter, à rester. Et on passe parfois dans un provisoire qui dure, auquel on finit en fait par s'habituer. On voit bien à la lecture de l'étude France, cet équipement insuffisant, notamment dans la cuisine, il pèse. On sent que les habitants, ça pèse sur eux. Est-ce que les associations en ont conscience? Je ne pourrais pas parler en leur nom, parce que, par contre, ce que j'échange avec elles, c'est qu'elles ont une préoccupation aussi de laisser aux personnes une liberté dans l'aménagement. Le choix toujours. Voilà, le choix toujours, qui est quand même quelque chose de fondamental. Elles font aussi face à des contraintes financières qui sont réelles. Installer une cuisine et de l'électroménager, ça suppose d'investir en plus, d'amortir et de remplacer plus rapidement que ce qu'elles font par ailleurs dans le logement. Et puis ça pose des questions d'entretien, il faut pouvoir venir, si nécessaire, réaliser cet entretien. Bref, c'est pas simple, c'est une question pas simple, mais pour nous c'est une question qui mérite vraiment d'être travaillée, parce que Maya l'a dit, c'est une pièce très importante dans le logement, et c'est la pièce la plus coûteuse aussi à équiper. Équiper une cuisine, c'est assez coûteux. Et puis, il y a un enjeu très fort pour nous, parce qu'il y a aussi l'électroménager qu'on installe dans une cuisine, qui lui-même peut être énergivore s'il est acquis à faible coût ou d'occasion, et qui peut mettre en difficulté le ménage du point de vue de ses consommations énergétiques, ce qui est bien dommage, puisque dans la plupart des cas, on se situe dans des logements qui sont quand même très performants. Ouais, donc c'est une des pistes que vous souhaitez travailler. D'autres freins, Maya, que vous souhaitiez souligner en particulier? Alors on a aussi repéré l'absence de volets dans beaucoup de logements. Alors on a beaucoup enquêté aussi sur des rez-de-chaussée, donc forcément c'était encore plus perceptible. Et au-delà du fait que les volets participent aussi à la performance énergétique, ça renforce un peu l'isolation. Quand on s'installe et qu'on est en situation de fragilité, de vulnérabilité, et qu'on n'a pas toujours les moyens de pallier à ce manque de volets en équipant des rideaux, c'est un peu technique quand même de poser des rideaux. Voilà, les volets permettraient aussi de sentir plus chez soi, notamment en hiver, en fait, de pouvoir profiter de l'intimité, d'un espace de tranquillité. Et voilà. Il y a d'autres freins que vous soulevez aussi dans l'enquête, qui sont la proximité des services, le voisinage, etc., qui sont effectivement tout à fait compréhensibles. France, un complément pour terminer sur ce thème? Un complément pour dire que finalement, tous ces sujets-là, ils se posent de la même façon dans n'importe quel logement auquel on accède. Des questions que tout un chacun peut avoir à résoudre, installer sa cuisine ou pas. Là où pour nous c'est vraiment central, c'est qu'on se situe dans un logement qu'on dit parfois d'insertion. On est face à des personnes dont on sait que les ressources sont limitées, les ressources de toute nature d'ailleurs, comme l'expliquait Maya. Et donc pour nous ça nous semble d'autant plus important de réfléchir à ces sujets-là et d'améliorer la réponse qu'on produit dans les logements financés par le programme Toi d'abord.
Alors parlons du confort. Maintenant, on a vu tout à l'heure que les habitants sortaient d'un parcours antérieur compliqué, en tout cas grâce à ce logement, mais leur permet-il aussi de sortir durablement de la précarité énergétique? Des éléments de réponse d'abord à travers un nouvel extrait. J'avais un loyer de 440 € à payer pour une maison insalubre. Et puis l'électricité, je payais 92 €, il faut le dire ça parce que c'est important, 92 € par mois d'électricité, 150 € de fuel par mois sur 12 mois, parce que la maison était tellement peu isolée, il fallait la surchauffer, mais j'avais quand même froid. Et depuis que j'ai déménagé, mes revenus sont restés le minimum, parce que je n'ai pas eu tous mes trimestres pour prévoir la retraite. Donc, mes revenus sont minimum, c'est-à-dire le minimum obligatoire, quoi. Malgré tout, je vis mieux, parce que mon loyer est en deçà de ce que je payais là-bas. Mon loyer, il est 320 et quelques euros. L'électricité, 30 €. Et le gaz, 40 €. Ça n'a rien à voir avec Villerville. J'ai économisé, enfin, j'ai gagné un pouvoir d'achat sur ça. Avant, il fallait serrer la ceinture en permanence, mais maintenant, bien sûr, je fais attention à mes dépenses, mais je sais plus, on me tape plus sur la tête pour les factures d'EDF et de fuel, quoi. Depuis que je suis arrivé ici, mon état de santé s'est amélioré à presque 100%. J'avais des médicaments à prendre tous les jours, quand j'étais à Villerville, par rapport à mon opération, aux opérations que j'ai eues de la tête. Et là, depuis 1 an, je ne prends plus rien. Donc, alléluia. Bah, il avait un cachet sympa. Moi, j'aimais bien faire du bois et rentrer du bois, fendre du bois. Ouais, mais c'était une maigre consolation, quoi. Ça faisait qu'on avait froid, que Marion avait froid, elle tombait malade, je tombais malade. Avant, dans le logement précédent, c'était quand même assez dur d'inviter des gens. Parce qu'on se pelait, quoi. Beaucoup. Je me rappelle de certaines personnes qui restaient en blouson. Ils n'avaient pas envie de rester. C'était assez difficile. Ou alors il fallait se mettre autour du feu, mais le salon ne permettait pas tellement beaucoup de rester autour du feu. Tandis que là, c'est tout le salon qui est chaud, quoi. Donc on peut faire ce qu'on veut dans le salon, on peut inviter qui on veut. C'est agréable, tout le monde, enfin, la plupart des gens remarquent qu'il fait bon. Parce que moi, je connais des gens qui ont le chauffage électrique, mais que ça ne consomme pas autant que ça, je veux dire. Moi, j'ai une amie, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le nouveau chauffage électrique. Elle me dit c'est tout réglé, minimum. Bah oui, mais c'est sûr que ça coûte cher. Mais bon, ça, il faut choisir. Soit on fait... Ça revient cher, je sais, pour les gens qui construisent et tout, mais bon, pour les gens qui habitent ici, quand on demande normalement un logement social, c'est qu'on n'a pas des 1000 et des 100 non plus. Moi, je sais, hein, j'ai 750 € par mois pour vivre. Quand il faut que je sorte 100 € par mois pour l'électricité, l'électricité, c'est ça, c'est le chauffage. C'est pas la lumière, c'est pas ma petite télé, c'est pas mon poste, hein, c'est pas ça qui consomme, c'est ça qui consomme. Parce que quand mon fils n'était pas là, je ne mettais pas le chauffage, eh ben, je payais que 40 € par mois. Bon, moi, avec mon fils, on met 2 chauffages. On ne peut pas dire que c'est... Ou alors, je ne sais pas, on est dans un pays du Sud qui mettent des panneaux solaires, je sais pas, qui réfléchissent à autre chose. On a un certain nombre de questions qui arrivent déjà, Maya et France. Je rappelle que vous pouvez évidemment interpeller Maya et France par l'intermédiaire de l'onglet chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Sur la question de l'aménagement du logement dont on parlait il y a quelques instants, témoignage effectivement d'une association qui dit qu'effectivement l'équipement des cuisines c'est un sujet compliqué entre fournir ce qu'il faut et la nécessité d'appropriation, la standardisation des coûts, un débat récurrent chez nous et un travail important des bénévoles pour aider les ménages à s'équiper. Maya, une dame témoigne au début qu'elle n'a pas fait de déco, c'est donc l'enjeu de belle finition initiale de ce fait. Oui, c'est vrai qu'après, c'est la dame qui témoignait de ne pas avoir fait de décoration, c'est aussi parce qu'elle nous expliquait, en fait, cette sentit bien immédiatement dans le logement. Et si effectivement, faire de la décoration, c'est souvent un signe d'appropriation et de bien-être,
Le fait qu'il n'y en ait pas ne prouve pas l'inverse non plus. Donc voilà. Bien sûr qu'il y a un enjeu sur les finitions, ce n'est pas forcément ceux dont les habitants nous ont parlé en premier, mais en revanche, ça fait partie des éléments supplémentaires qu'ils ont extrêmement appréciés et qui ont participé à asseoir leur bien-être dans le logement. Si je peux ajouter quelque chose, l'étude a aussi montré qu'il y avait un enjeu autour de savoir, pour l'habitant, de savoir ce qu'il pouvait faire dans le logement qui n'était pas toujours très clair pour lui. Donc l'absence de déco, ça peut aussi renvoyer à cette question-là. On revient à la question de l'accès au logement qu'on a traité en première partie, parce qu'on a des questions sur ce sujet. Si j'ai bien compris, cela ne passe pas par les processus d'attribution classiques, cela permet donc de repérer des personnes invisibles jusque-là, mais quel est le chemin pour y accéder du coup? Est-ce que n'importe quel travailleur social peut faire la demande et à qui exactement? Et puis, deuxième sous-question, est-ce qu'il y a des maires qui sont particulièrement investis dans le repérage de ces personnes? Alors, les associations qui réalisent ces logements sont en général même toujours très connectées à un réseau d'acteurs sur le territoire. Donc, les demandes peuvent leur arriver par cet intermédiaire-là sans problème. Ce qu'on a noté, en fait, c'est l'hétérogénéité quand même des modes d'accès pour les habitants eux-mêmes jusqu'au bailleur social. C'est ça qui était très intéressant. Et sur les maires? Et sur les maires, bien sûr, situation hétérogène, des maires très engagés, des maires qui soutiennent par la mise à disposition de bâtiments dans les communes, des bâtiments communaux qu'on va réhabiliter, des maires qui répondent aux manifestations. L'appel à manifestation de la terre. Voilà, évidemment. On revient sur la précarité énergétique. La question du confort est évidemment très importante. On voit finalement que ce n'est pas si simple de contenter tout le monde, Maya. Comment est-ce que les choix d'équipements énergétiques sont réalisés par les associations d'abord? Alors, du coup, le travail de conception, en fait, c'est bien en amont. C'est bien en amont, en fait. Bien sûr. Déjà au niveau du choix du logement, est-ce que ça va être, et donc bien avant l'arrivée des habitants. C'est-à-dire que les associations n'ont pas forcément en tête le profil des habitants et essayent aussi d'arbitrer pour que l'équipement et le choix du logement soient le plus large et puissent correspondre à un maximum d'usages différents, quoi. Donc avant la rénovation, le choix ça se fait sur l'état des logements rénovés. C'est en fonction si c'est de l'ancien, du dégradé ou de la construction neuve. Sur le type de logement, on ne rénove pas de la même manière si c'est en petite copropriété ou en diffus, si on est en ville ou en milieu rural, et aussi sur son emplacement. Et puis il y a aussi la dimension consommation énergétique et maîtrise des charges, notamment par le type d'équipement. Et donc les deux dimensions qui sont prises en compte par les associations, c'est viser l'adéquation du logement aux besoins des occupants, en visant le plus large possible, justement, mais aussi l'économie générale du projet. Voilà. Et c'est l'équilibre entre les deux qui, là, varie d'une association à l'autre. Donc il y a l'amont, effectivement, et puis il y a aussi la réflexion au moment de la construction de la rénovation. Oui, oui, c'est ça. France, se sentir bien chez soi, c'est finalement se sentir dans un logement tempéré. À quel défi finalement les associations sont-elles confrontées pour parvenir à offrir ce confort? C'est une vaste question. Oui, Maya a commencé un peu à en parler. La question de l'économie du projet, elle est évidemment centrale. Les financements de l'aide à la pierre sont en baisse tendancielle depuis plusieurs années. Ils ont en plus l'inconvénient d'être volatiles, parce que dans ces projets-là, souvent les collectivités locales viennent participer au financement, et donc ça suppose que ce type de financement peut aussi évoluer en fonction des alternances politiques. On est sur des opérations immobilières, le foncier arachère, c'est une constante, et donc toutes ces contraintes, elles viennent en fait s'imposer aux associations et les amener à développer des stratégies patrimoniales diverses et variées, à trouver des solutions avec des établissements publics fonciers, avec différents acteurs comme Solifap par exemple. Et donc, elles choisissent les biens à rénover, à acquérir et à rénover dans ces cadres-là. Et en fait, dans ce contexte, la performance thermique n'est pas forcément la priorité dans ces choix-là. C'est une des priorités, mais pas forcément la seule. Mais est-ce que les associations ont vraiment toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions concernant l'énergie, justement? Dans ce domaine-là, les choses évoluent très très vite. À la fois les techniques, les pratiques, la réglementation aussi évolue. Là, on est dans un contexte de réforme du diagnostic de performance énergétique qui va être mis en place à partir du 1er juillet 2021. Donc ça signifie que probablement un point de repère commun sur lequel on s'appuyait tous risque de nous échapper un peu. Les choses vont peut-être se brouiller un peu suite à cela. Par ailleurs, on a une réglementation thermique qui s'applique, élément par élément quand on est en rénovation pas trop lourde, mais qui n'est pas très très ambitieuse. Mais ce n'est pas que la question de l'hiver, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est aussi la question de l'été et du confort d'été. Absolument, la question des volaires, on voit aussi à ça. Le confort d'été, c'est une vraie question. En tout cas,
tout ce contexte pas forcément solide sur lequel s'appuyer nous amène, nous, à avoir envie de renforcer l'outillage qu'on propose aux associations. Aujourd'hui, on a mis à disposition un outil mis à jour qui s'appelle la Moulinette, qui est accessible sur notre site internet, qui permet aux associations de simuler le reste pour vivre des ménages une fois l'ensemble des factures payées dans le logement, loyer, mais charges énergétiques aussi. On veut aller plus loin par rapport à la simulation des différents travaux à réaliser dans le logement, des différents scénarios de travaux à réaliser, pour proposer un outillage un peu plus renforcé à nos partenaires par rapport à ça. Maya, est-ce qu'on peut dire globalement, parce que c'est quand même une question fondamentale, que la facture énergétique a baissé pour ses habitants en comparaison des situations précédentes? Oui, elle a baissé. On a vu quelques témoignages sur ce sujet. Mais au-delà d'économie globale, il y a aussi la question du confort thermique et du ressenti. Qui n'est pas le même pour tout le monde. Qui n'est pas le même pour tout le monde. Et ça, c'est l'enquête technologique a aussi permis ça, en fait, de comprendre comment chacun exprimait en ses propres termes cette notion de gain de confort thermique dans son logement. Alors les gens l'exprimaient pas forcément en termes de température ou de termes techniques, hein, mais comparer en fait l'ancien et le nouveau logement. Tiens, en hiver l'année dernière, je me souviens que, et puis là, voilà, je suis plus malade, je suis bien, je suis pas obligée de surchauffer, etc. Dans les logements les plus performants énergétiquement, c'est assez intéressant la manière dont les gens aussi décrivaient en leurs propres termes ce gain de confort. Donc voilà, il y a une grande plus-value aussi à ce niveau-là. On fait des économies sur son budget, mais aussi sur la notion de bien-être. Il y a un bémol quand même sur les panneaux rayonnants, on l'a vu. Hein. Oui, on l'a vu. Voilà, donc il y a certains logements quand même qui sont équipés de panneaux rayonnants, et là, voilà. La dame expliquait très clairement, de toute façon, faisait une analyse assez claire de ce que ça lui coûtait, et puis du coup regrettait ce choix d'installation. Est-ce que, alors ça peut paraître une question anecdotique, mais c'est loin de l'être, est-ce que sur la question de la gestion finalement du système de chauffage, est-ce qu'ils sont autonomes? Alors là encore, une grande diversité de pratiques, et puis une question d'arbitrage qui est réfléchie aussi en amont par les associations. On a eu un certain nombre de logements pour lesquels il y avait une autonomie totale de l'habitant sur le réglage du chauffage, donc avec des chaudières très performantes, mais avec du coup aussi parfois la problématique que les habitants n'osaient pas en fait régler, ne savaient pas comment le faire, que les modes d'emploi étaient trop complexes ou n'avaient pas été transmis. Et donc, du coup, un manque de performance à ce niveau-là, quoi. Et à l'autre inverse, pour des raisons techniques ou pour, du coup, aider l'habitant à maîtriser ses dépenses énergétiques, une absence totale d'autonomie sur le chauffage. Donc là, clairement, les coûts sont maîtrisés. En revanche, ça peut aboutir à un sentiment de frustration de la part des habitants, voire parfois en fait à l'achat de chauffage d'appoint. Donc c'est pas le but, productif. Puis on a une question justement qui répond, hein, les habitants de ces logements sont-ils accompagnés une fois qu'ils sont entrés dans les lieux? Si oui, par qui? Uniquement sur l'aspect social ou aussi sur l'usage de l'habitat? France, c'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faut pas proposer un accompagnement systématique justement aux locataires pour permettre une gestion optimale? Alors c'est le cas, hein. Certaines associations vont très loin sur ce sujet-là, et on est derrière elles, on essaye de l'être au maximum en tout cas. C'est vrai que l'accompagnement de nature technique à la bonne appropriation du logement, et notamment ces équipements énergétiques, c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi, que les factures baissent et que les personnes se sentent bien chez elles et libres aussi d'avoir la température qu'elles souhaitent. Ça permet aussi, de façon rétroactive, de faire les bons choix techniques sur l'opération suivante, de ne pas répéter les mêmes erreurs, et quand justement la personne qui accompagne le ménage peut faire ce retour à la maîtrise d'ouvrage sur des points d'alerte ou au contraire des bonnes pratiques, ça suppose que ce soit organisé. Là, on va vraiment sur de l'amélioration continue des pratiques, et c'est très intéressant. Et effectivement, c'est permis par l'accompagnement des personnes. Tiens, on revient sur la question des convecteurs électriques, justement, dont on sait qu'ils sont inefficaces et impactent fortement le budget des ménages. Comment se positionne la FAP? Quelles actions de plaidoyer sont menées par la Fondation? Alors, c'est vrai que plus largement, on mène des actions de plaidoyer autour de la rénovation des passoires thermiques. Hein. On est très mobilisé sur la question de la précarité énergétique. Sur les panneaux rayonnants, on fait de l'accompagnement en fait sur les projets qu'on soutient à travers Toi d'abord, mais aussi à travers d'autres programmes, hein, pour essayer de trouver d'autres solutions dès que c'est possible. Mais une fois encore, nous ne sommes que financeurs, que participants de projets plus larges, et nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage, pas décisionnaires.
on essaye de pousser au maximum. Merci à toutes les deux donc sur cette partie donc, du confort. Dernière partie maintenant, donc avec un dernier extrait, car se pose évidemment enfin la question de l'avenir. Et après, un nouveau logement pour y rester toujours ou en partir un jour. Dernier extrait donc du film De l'ombre à la lumière. Moi, quand le maire est venu, je lui ai dit que j'étais au paradis. Parce que où j'étais avant, j'étais en centre-ville. Et bon, le bruit de la ville, la nuit, les sorties de boîte, qu'ici, c'est vraiment, vous avez pu constater, c'est très calme. Et la nuit, c'est encore plus calme. Bah, au niveau jardin, il n'y avait rien. Tout ce qui, à part le lilas. Et tout le reste, c'est nous qui avons planté. Parce que moi, j'adore la verdure. Et puis bon, par contre, j'ai rien fait au niveau peinture, tout était fait quand je suis arrivée. J'avais juste à mettre mes meubles. Ce qui me plaît dans ce logement, c'est la clarté, le silence. Ça, là, ça n'a pas de prix parce qu'en centre-ville, même dans la journée, vous entendez les voitures, vous entendez les gens, tout ce qui se passe dans la rue, vous l'entendez. Hein. Qu'ici, vraiment, c'est calme comme ça toute la journée. Et puis bon, le jardin. Ça, moi, j'apprécie beaucoup. Même quand les petits viennent, il n'y a pas de télé. Parce qu'ils sont tout le temps dehors. Été comme hiver, avec les manteaux, ils jouent dehors. Et puis bon, maintenant, la ville a fait une promenade derrière la maison. Donc on peut prendre les vélos, aller se promener. On est vraiment à côté de tout maintenant. Donc c'est vraiment l'idéal pour vivre ici. Une réussite totale de m'installer ici. Parce qu'avant, je vivais à Villerville dans une maison insalubre. Alors imaginez, de l'ombre à la lumière, sans transition presque. C'était une ancienne école qui a été réhabilitée et transformée en logement, adapté pour personnes à mobilité réduite, etc. Dans ce logement-là, je sens des bonnes ondes qui se dégagent. Il faut savoir qu'il y a des générations de gamins qui ont appris à compter, à écrire, à être punis et à jouer dans la cour, dans ma terrasse devant. Il y a encore marqué au sol le jeu de marelle. Alors, pour moi, c'est magique. C'est comme c'est de bonnes ondes qui sont dégagées du logement. Maïa, on a entendu des mots forts, hein. Paradis, oasis. Est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde? Est-ce que tout le monde parvient à reprendre pied finalement? Alors tout le monde n'a pas présenté son logement comme un paradis, mais un certain nombre de gens tout de même. Et en cela, le logement remplit clairement sa mission, hein, à savoir sortir les ménages de la précarité, et plus spécifiquement de la précarité énergétique. On a vu qu'il y avait donc des gains économiques forts sur le loyer, sur les factures d'énergie également, mais les bénéfices ne sont pas seulement économiques. Hein. Voilà, on a eu des beaux témoignages aussi de ce que donc les gens analysaient eux-mêmes en fait, voilà, les gains et selon leurs propres termes que le logement avait apporté. Donc il y a une combinaison de dimensions. Hein. Aller mieux, ça peut s'exprimer en termes de confort, de santé également, de tranquillité aussi. C'est un élément très très important dans des parcours de vie parfois assez chaotiques, le sentiment de pouvoir enfin se poser, se reposer et puis récupérer un petit peu d'énergie pour la suite, quoi. Voilà, donc combinaison qui permet une normalisation de la situation. Ça dépend aussi de l'âge, des projets, voilà. Et puis petit à petit d'aller vers un rebond. Oui, alors la suite justement, est-ce que c'est effectivement partir un jour ou rester toujours? Les deux aussi. Ouais. Et là pour le coup, ça dépend pas seulement du logement, ouais. Mais ça dépend aussi du parcours de vie, ouais. De là où on est, l'habitant ou le ménage dans son parcours. Donc on a eu par exemple des ménages qui sont partis déjà, hein, depuis qu'on les a interrogés, qui sont partis vers autre chose, parce que la famille s'agrandit, parce qu'on a réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, à retrouver un travail et à avoir envie de choisir soi-même là directement son prochain logement. Des ménages aussi qui restent, parfois parce qu'ils n'ont pas le choix, ils savent qu'ils n'auront plus les ressources physiques et économiques pour bouger, donc avec parfois aussi un sentiment de captivité vis-à-vis du logement, et d'autres qui ont choisi voilà, assez âgés, qui ont décidé de choisir, qui ont décidé de finir leur jour. Voilà, c'est des petits moments un peu émouvants aussi, quand je me dis ce sera mon dernier logement, j'y suis et j'y reste, quoi. France, finalement, le maître mot de tout ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est l'accompagnement.
C'est vrai que la plus-value de ce type de logement, au-delà du fait qu'on est en général situé dans ces centres-bourgs avec beaucoup de services, du fait que ce soit des opérations de réhabilitation, il y a aussi toute une histoire qui accompagne ces bâtiments. La vraie plus-value pour nous, c'est l'accompagnement pluriel qui va avec ces logements. Pluriel, pourquoi? Parce qu'il y a un accompagnement de nature sociale, mais aussi technique. On fait de la prévention par rapport aux factures, par exemple. Et c'est tout ça qui permet aux personnes de retrouver toute leur place dans le logement et aussi la capacité de se projeter. C'est donc à la fois une réponse technique, mais aussi une réponse humaine. Ouais. Et c'est la conjugaison des deux, en fait, qui en fait un outil majeur du logement d'abord pour nous. Mais pour que ça marche, il faut pour ça que les métiers entre eux puissent s'articuler. Il faut par exemple que les personnes en charge de l'accompagnement social puissent faire remonter des constats à la maîtrise d'ouvrage. Il faut aussi que les personnes qui assurent l'entretien dans les logements puissent dialoguer avec les professionnels de l'accompagnement. Cette articulation en fait, entre métiers, elle paraît banale, mais elle est très exigeante à mettre en œuvre, parce que ce sont des métiers avec des cultures, un vocabulaire qui sont différents, et aussi parfois des objectifs qui sont divergents. Il y a aussi des organisations qui reposent sur l'externalisation de certaines fonctions, donc ce n'est pas forcément évident à mettre en œuvre, mais pour nous c'est déterminant, pour nous, mais surtout pour les habitants. Là, vous nous dites finalement ce que ça peut déclencher chez les associations, mais qu'est-ce que ça va déclencher cette étude chez vous, à la Fondation? Alors chez nous, ça confirme tout d'abord que le cadre dans lequel on intervient, il produit des vraies réponses, il a du sens. Ça nous confirme dans le fait qu'il faut continuer ensemble et aller encore plus fort si possible. Ça nous dit aussi qu'on veut travailler de façon plus directe sur la question de l'assemblage des métiers, travailler aussi en transversalité des métiers. Comment on va faire ça? On veut tester des nouveaux modes d'accompagnement des projets, notamment par le lancement d'un appel à projet qu'on réalisera en 2021 sur certaines opérations, en espérant que nos partenaires nous suivront. Et puis enfin, pour conclure par un point qui pour nous est vraiment majeur, on veut mobiliser l'expertise de l'habitant. On veut s'appuyer là-dessus en fait, pour améliorer en continu les pratiques. Ça c'est un vrai enseignement effectivement de cette étude. Allez, quelques questions avant de conclure. Si j'ai bien compris, il s'agit de logements dits de transition, donc temporaire. Comment ça s'articule avec le logement d'abord? Alors c'est pas toujours temporaire, on a vu que certains souhaitent y rester. C'est pas du tout temporaire. Le programme il est vraiment positionné sur des logements pérennes. Ouais. L'important pour nous, c'est vraiment que les personnes aient le choix de partir quand elles le souhaitent. Donc parfois, le projet des associations est d'aider les personnes à trouver des logements sociaux par ailleurs, mais on veille toujours à ce que les logements, en tout cas, soient occupés dans des conditions classiques, donc les personnes puissent les quitter quand elles le souhaitent. L'accès au logement suppose une capacité à habiter. Or, certains publics éligibles sont dans l'incapacité d'investir un logement. La création de petites unités de vie accompagnées ne serait-elle pas une réponse possible? Alors, j'aurais du mal à acquiescer totalement à ce qui est dit. Pour nous, capacité à habiter, c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir. Les personnes sont ni plus ni moins capables, les unes et les autres, d'habiter. En fait, chacun déploie des stratégies, fait des choix et habite son logement comme il le veut. La crise actuelle avec le confinement a montré l'importance d'une taille minimum et suffisante pour vivre. Comment l'encourager sans que ça se traduise par une hausse des loyers, bien sûr? Oui, ça c'est un vrai sujet. C'est la quadrature du cercle. Et c'est vrai que le confinement nous a poussé aussi à regarder les projets avec un nouvel œil. Et puis on nous souligne aussi, là c'est pas une question, c'est un témoignage, au regard des portraits qu'on a pu voir qui étaient extrêmement touchants. D'ailleurs, j'aurais terminé là-dessus. Maya, alors Nina n'est pas là pour partager avec nous, mais question très personnelle, comment vous ressortez de cette étude et de ces rencontres avec les habitants que vous avez vécues pendant un an? Ce que j'en ressors, c'est la diversité de la capacité à habiter, l'importance de l'expertise habitant. J'ai beau être ethnologue et c'est mon métier, je suis toujours à chaque fois surprise aussi du degré d'analyse que les gens sont capables de produire sur la manière d'habiter chez eux.
Voilà. Et une bonne partie de l'étude, et ce qu'on a pu voir dans le film aussi, c'est la restitution directe aussi de ces manières de vivre. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne chose aussi de s'appuyer sur ça. Voilà. Et sur les rencontres humaines que vous avez faites? Il y en a eu voilà, il y a eu des ouais, très très fortes. D'autant plus que là, il y a 6 témoignages qui sont sortis sur le film. On a rencontré une vingtaine de ménages. Et même si un certain nombre de personnes qui étaient aussi, voilà, on va dire, les profils les plus fragiles dans le film, il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont préféré ne pas se montrer à la caméra pour différentes raisons. Voilà, je ne vous cache pas qu'avec Nina, on est parfois sortis des entretiens un peu secoués, voilà. Mais contente aussi de voir ça et puis de participer avec la Fondation Abbé Pierre à ce retour d'expérience. Merci beaucoup en tout cas pour votre travail, Maya et Nina. Quelques remerciements d'abord que France vous souhaitiez adresser. En premier lieu, bien sûr, aux habitants. Je pense qu'à travers les mots que Maya vient de dire, ils auront compris pour ceux qui nous suivent, parce que certains tous étaient bien sûr invités à nous suivre ce matin. Qu'on les remercie vraiment en premier lieu de nous avoir ouvert leur maison, d'avoir partagé avec nous leur parcours. C'est vraiment très précieux pour nous. Et puis bien sûr, remercier les associations partenaires qui ont accepté de travailler avec nous sur ce sujet et de nous permettre la rencontre avec les habitants. Je vais les citer. Il s'agit d'Aleos, d'Emmaüs Habitat et Alteralia, de la FDPLS, la foncière Chenley qui travaille avec l'AIVS du Nord et la mairie de Vachères, Solidarité Nouvelle pour le Logement 91, Solidarité Nouvelle pour le Logement 94, Solia d'Aveyron, Solia d'Ouésy, Solia Provence, Solia Territoire en Normandie, Un toit pour tous développement pour finir. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que la synthèse de l'étude est disponible sur le site et que l'intégralité, vous pouvez la demander en format papier auprès de la Fondation. Pardon, le chat ne veut pas partir. Il est donc temps de partir nous-mêmes. Vous allez retrouver maintenant l'intégralité du film, dont vous avez pu voir des extraits pendant ce webinaire qui sera disponible dans quelques jours en replay sur le site de la Fondation Abbé Pierre. Merci à vous de votre attention. Passez une très bonne fin de journée. Au revoir.